Bonsoir. À la une de cette édition, les préparatifs de la conférence sur la Guinée. Ce sera en novembre à Abu Dhabi. Une délégation des Émirats Arabes Unis était à Conakry pour y travailler avec les autorités guinéennes. Circulation routière, les acteurs impliqués harmonisent la lutte contre la dégradation du patrimoine routier. Le phénomène de surcharge est pointé du doigt. Ils travaillent également sur la fluidité de la circulation. Et puis, le grand musée du Fouta Djallon à la baie, véritable mémoire historique et culturelle. Ce soir, nous irons avec Makale Souma à la découverte de ce site. Voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre. La délégation du ministère des Affaires étrangères d'Abu Dhabi vient de boucler son séjour de travail à Conakry. 3 jours de concertation avec des cadres nationaux pour préparer la conférence sur la Guinée au mois de novembre. Le séjour a été marqué aussi par les visites de terrain à Kindia et Sangaredi. Alassane Diogobari. Les réunions du comité stratégique de préparation de la conférence s'est focalisée à présenter une vision globale des secteurs et les opportunités d'investissement. Une occasion pour les différents groupes thématiques d'exposer sur des projets types à soumettre aux bailleurs de fonds et aux investisseurs privés des projets portant sur l'énergie, l'éducation, les mines, les infrastructures, les télécommunications, l'habitat, le tourisme, l'agriculture, l'élevage, la pêche ou encore la santé, pour ne citer que cela. Bref, un ensemble de domaines qui touchent tous les secteurs d'activité, aussi bien du public que du privé, pour relancer notre économie. Le département de la santé a présenté tous ces problèmes au niveau, n'est-ce pas, du secteur. En ce qui concerne, n'est-ce pas, la réhabilitation, n'est-ce pas, des hôpitaux nationaux tels que Ignace Dine, Donka et la construction, n'est-ce pas, disons, le projet d'hôpitaux régionaux. Et je crois que les amis quand même apprécient, n'est-ce pas, ce projet. Et je pense qu'avec cette réunion, cette conférence d'Abu Dhabi, je pense que nous pourrons avoir des opportunités à mettre en place dans les capitales régionales, au moins un hôpital moderne. Des délégués qui se sont rendus ensuite à l'hôpital de Kipé, réalisé par la coopération chinoise, où l'administration de l'hôpital souhaite l'implication d'autres partenaires pour régler certains problèmes d'équipement. La mission de cet hôpital, c'est la prise en charge des malades graves devant être évacués à l'extérieur du pays. Mais il faut reconnaître aujourd'hui, c'est vrai que nous avons eu de la part de notre partenaire, mais aussi de la part de l'État, beaucoup de possibilités, beaucoup de moyens pour pouvoir travailler, mais il nous manque beaucoup de choses également pour pouvoir accomplir notre mission. Pour cela, toutes les bonnes volontés sont sollicitées pour nous aider, y compris les personnes que nous venons de recevoir dans notre établissement. À Kindia, région des agrumes, un déplacement dirigé par le ministre de l'Agriculture a permis aux visiteurs de constater les multiples potentialités agricoles de cette région côtière de la Guinée. Ici, que ce soit les fruits, les céréales, on n'a plus besoin de dire que c'est l'une des régions les plus propices à l'agriculture qui n'attend que des fonds d'investissement et des nouvelles technologies adaptées pour produire au bénéfice de la Guinée et de ses partenaires. Je suis très content de ce que j'ai eu à voir dans ce pays. Je suis vraiment impressionné à travers les plantations qu'on a eu à visiter de bananes, d'ananas, de mangue, des champs de riz. Et j'espère que dans le futur, il y aura le sourire sur le visage des gens à travers la productivité que cela va envoyer. Conakry, nouvelle destination ou escale pour la compagnie Emirates. Le premier vol sur la capitale guinéenne a été inauguré ce dimanche. La Guinée devient désormais la 24e ville-porte de la ligne Emirates Airlines du gouvernement de Dubaï. C'est un public reportage signé Makale Souma. Emirates, enfin à Conakry. À bord de ce vol inaugural de cette compagnie internationale, les premiers passagers en provenance de Dubaï. Un vol direct de l'Airbus A340, très apprécié. Le fait que ce soit un vol direct, c'est vraiment très avantageux. Donc j'étais dans une cabine assez premium. Donc moi j'ai l'habitude des services de Emirates. C'est un service qui est vraiment impeccable. J'ai l'habitude d'aller avec eux partout dans le monde et je suis vraiment très satisfait comme toujours.
4 vols par semaine sur Conakry, Emirates veut tout simplement offrir le meilleur service sur chaque itinéraire desservi et assurer la liaison entre Dubaï et le monde, mais aussi assurer un confort optimal à ses passagers. Avec un personnel qualifié multilingue, le choix de la destination Guinée est très bien perçu par les autorités guinéennes. C'est d'abord l'ouverture qui nous intéresse, l'ouverture au monde extérieur qui est confortée. Ensuite, c'est les hommes d'affaires qui sont ici, qui rencontraient beaucoup de tracasseries, qui rencontraient beaucoup de problèmes lorsqu'ils partaient de la Guinée pour l'Asie ou de la Guinée même pour l'Europe. Il y en a qui n'arrivaient pas à obtenir des visas de transit, il y en a qui avaient des pertes de bagages, il y en a qui payaient cher pour aller d'un point à l'autre. Nous pensons qu'aujourd'hui, d'abord, nos frères et nos sœurs qui s'occupent de cela vont bénéficier des facilités de l'arrivée de la compagnie Emirates. Des vols directs Conakry-Dubaï, un ouf de soulagement pour les Guinéens, surtout pour les opérateurs économiques et autres commerçants à qui Emirates offre davantage de choix, de connectivité, de confort et de commodité qu'auparavant. Une mission gouvernementale guinéenne composée d'acteurs des finances a eu des séances de travail récemment avec de hauts responsables de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. La délégation guinéenne s'est également entretenue avec le directeur des opérations durables, celui-là même qui est chargé des opérations pour la Guinée au sein de la Banque mondiale. Bakarba. Avec le directeur du développement durable, les entretiens ont été axés sur la revue du portefeuille des projets financés par cette institution, notamment dans le secteur de l'énergie, avec la problématique des subventions à EDG, la politique des prix, les questions de connexion de la future centrale de Caleta au projet Swapiti, un projet qui reste la priorité du vice-président de la Banque mondiale pour 2014. Cette expérience et cette expertise seront mises à la disposition du gouvernement. Pour s'assurer que les documents à produire sont de grande qualité, pour s'assurer que les présentations qui seront faites sont pertinentes dans leur contenu, mais la banque ne se limitera pas à ça. Elle, en tant que partenaire de la Guinée, elle mettra aussi quelque part, je mettrai le terme, la main à la poche pour, n'est-ce pas, financer des projets nouveaux. Côté Fonds monétaire, le ministre du Budget et le gouverneur de la Banque centrale ont largement débattu des questions liées à la séparation des incitations fiscales du Code des investissements. Déjà, les experts guinéens ont élaboré un avant-projet de loi sur la question. De plus, les deux parties ont également examiné les questions liées aux agrégats monétaires, la situation de la chaîne des dépenses de l'État et la vision du gouvernement sur le budget 2014 avec l'élargissement de l'assiette fiscale. Les perspectives s'inscrivent très bien pour la Guinée, puisqu'on pense à une reprise très forte de la croissance économique dès l'année 2014. Le taux de croissance projeté va atteindre entre 4,5 et 5% en 2014. Et aussi, nous allons mettre un accent fort dans le cadre du programme sur la mobilisation des recettes et également faire face aux besoins essentiels des populations. Et je pense que aussi bien avec les partenaires bilatéraux, les partenaires multilatéraux qu'avec les investisseurs privés, l'horizon est en train de se dégager et on peut effectivement espérer que, comme je l'ai dit, l'année 2014 soit le point de départ de l'éveil économique de la Guinée. Autre temps fort de l'actualité nationale avec cette réunion de travail de l'ITIE-Guinée. La rencontre a permis de collecter des données pour l'exercice 2011-2012. L'ITIE, c'est l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Reportage Al-Gassimoba. C'est en présence des membres du comité de pilotage de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE-Guinée que s'est tenue cette rencontre. Objectif, faire la situation actuelle de la collecte des données pour les exercices 2011 et 2012. Cela dans le but d'être perçu dans un contexte plus étendu d'un processus permanent adopté par les pays pour une transparence et une meilleure gouvernance. L'ITIE est une institution extrêmement importante dans le cadre de la gestion des revenus issus du secteur minier. Et la délégation a été conduite par sa vice-présidente et lors de son séjour, la question qui s'était posée, c'est vraiment le suivi pour que l'on puisse réaliser toutes les actions qui restent en termes de 9 exigences pour être conforme
au mois d'avril 2014. Donc la seule façon et la façon la plus efficiente d'arriver à cet objectif, c'était d'instaurer une rencontre hebdomadaire pour le suivi serré de toutes les actions en cours pour que l'on puisse être prêt pour le dépôt des rapports en novembre et la dissémination en décembre. Au cours de cette réunion, il a été question de débattre des problèmes liés à la norme ITIE, sachant que celle-ci se base sur une méthodologie solide mais flexible à laquelle les pays s'adaptent pour traiter des problèmes spécifiques auxquels ils font face. La future Assemblée nationale pourrait, voire devrait avoir une radio parlementaire. C'est l'une des recommandations faites au terme de la série de formations à l'intention du personnel administratif de transmission et ceux de communication de l'Assemblée. Autre recommandation, la réhabilitation du site internet pour mettre à jour les informations sur les travaux à l'hémicycle. François Lamar. Ce sont deux rencontres de formation séparées qui se sont déroulées avec l'appui et l'expertise des experts formateurs du Parlement français et de l'Union européenne, avec les journalistes, techniciens et assistantes des services de communication et du site internet de l'Assemblée nationale. L'accent a été mis sur certains préalables. En matière de communication, il y a un projet que le Conseil national de la transition a lancé il y a quelques temps et qui sera mis en œuvre vraisemblablement par l'Assemblée nationale, qui est celui du lancement d'une radio de l'Assemblée nationale. D'autre part, il nous apparaît très important, pendant les travaux, qu'un site internet de l'Assemblée nationale puisse être lancé. Avec le personnel du service de transcription, des recommandations ont été également faites. Ce qui a été proposé, c'est d'étudier les moyens d'information qui pouvaient être développés à travers la confection d'un document plus succinct et surtout à travers la mise en ligne dans le cadre de la confection du site internet qui permettra ensuite à l'information d'être répercutée auprès de l'ensemble de la population. Pour les bénéficiaires de la formation, les échanges ont été à la hauteur des attentes. Les techniciens, les journalistes, les secrétaires, assistantes sont bien outillés pour pouvoir faire face à leurs devoirs. La prise de notes à instruire ne suffit pas. Il faut qu'elle soit accompagnée par l'enregistrement. C'est ce qui va nous donner un produit fini. Toutes ces actions constituent une suite logique du projet de renforcement des capacités du personnel de l'administration parlementaire qui a déjà eu des résultats probants sur le terrain. Les acteurs impliqués dans la circulation routière sortent d'une deuxième réunion. Des commissions avaient été préalablement mises en place pour travailler sur la fluidité de la circulation. Elles ont fait leur compte rendu. Il y a des idées intéressantes pour faire moins d'embouteillages à Conakry. Maurice Kabar. Après les recommandations de la première réunion sur le thème Conakry comment circuler, cette deuxième permet aux acteurs impliqués dans la circulation routière de cerner toutes les préoccupations liées au trafic routier. Les parties prenantes se sont engagées à enrayer ou limiter les obstacles de la circulation routière dans la capitale guinéenne. Quelle satisfaction pour le ministère de la Sécurité et de la Protection civile de voir aujourd'hui que tous les acteurs en charge des questions de la sécurité routière se décident de se retrouver et d'échanger des points de vue afin de trouver des solutions pour les maux qui assaillent aujourd'hui notre pays sur le plan de la sécurité routière. Les directions nationales du Fonds d'entretien routier et de la voirie urbaine s'engagent de leur côté à réparer toutes les routes dégradées de Conakry et ses environs. Nous sommes les principaux accusés et à cause de l'état de la route. Et nous, à l'entretien routier, nous sommes engagés à corriger tous les nids de poules nés à partir de la saison hivernale. Dans l'espace de mois, certainement que nous réussirons. Le gouvernorat, les communes, nous allons aider, vraiment libérer les emprises des voies pour que les travaux d'entretien qui doivent être faits soient faits. L'heure est à la réfection des routes dégradées de la capitale à Ankouroua, ses techniciens. Signe d'engagement à briser le calvaire des usagers. Pendant ce temps, d'autres mesures sont en cours pour lutter contre le phénomène de surcharge. Un expert de l'Union européenne vient d'animer une rencontre d'échange pour sensibiliser sur la nécessité de protéger le patrimoine routier. Fodé Camara. Construite dans les normes pour une période d'une quinzaine d'années,
une route se dégrade facilement par le non-respect de la réglementation. En Guinée, par manque de sanctions et de sensibilisation, la surcharge est en tête de liste des facteurs qui détruisent les routes. La surcharge est surchargée, il accélère la déconfiture de ses organes, soit les pneumatiques, soit les amortisseurs, les éléments de support et tout autre. Et il consomme plus le véhicule est chargé, plus la consommation devient grande. Donc le véhicule, lui, il s'use davantage, mais nous, ce qui nous intéresse le plus, il fait user la route. Et il y a lieu d'agir le plus vite que possible. Et puis, évidemment, nous ne pouvons pas rester en dehors des autres. La CEDEAO, l'UEMOA, tout le monde est en train de lutter contre les surcharges. Et pourquoi pas nous en Guinée? On va prendre des réunions pour lutter contre les surcharges. Parce que les surcharges sont aussi les causes d'accidents graves dans la circulation. Pour lutter contre la surcharge, entre autres actions, l'Union européenne apporte son appui institutionnel par le biais de l'exposé dans l'Inventelon. Cet expert en industrie des transports attire l'attention des autorités sur les difficultés du patrimoine routier guinéen. Un patrimoine qui se dégrade de jour en jour par le non-respect des limites de charge imposées par la loi et les actes inciviques des populations et des usagers. Un incendie à Bonfi, dans le quartier Bonfi, commune de Matam, vous le verrez en image tout à l'heure. C'est le contenu de toute une concession qui est partie en fumée. Vous voyez donc ces images impressionnantes. L'incendie est d'origine électrique, nous dit-on. Les dégâts matériels sont trop importants. C'est Elhaj Sankumba Diaby, le propriétaire de la concession. C'est sa concession donc qui a pris feu et qui a donc tout perdu. Un drame qui a permis de mettre en place, vous le verrez en image, une chaîne de solidarité autour de la victime et sa famille. Malgré l'intervention des voisins, donc, l'incendie n'a pu être maîtrisé, ce qui relance la problématique des installations électriques à Conakry. Le musée du Fouta Djallon à la baie, la mémoire historique et culturelle de la Guinée et de la société foutanienne, avec ses 3 espaces aux noms révélateurs. Le musée, géré par un couple d'écrivains célèbres, permet aux visiteurs de s'imprégner de l'histoire et de la sociologie du Fouta ancien. Ceci à travers des échantillons d'objets, de pièces et tableaux historiques. Reportage grand format, Makale Souma. Le musée du Fouta est composé de 3 espaces aux noms évocateurs. Tout d'abord, la bibliothèque, une bibliothèque avec près de 2000 ouvrages exposés qui déroulent un programme musée-école, école-musée. Élaboré par l'École du patrimoine africain à Porto Novo, il permet au musée de s'ouvrir grandement aux écoles et au public cible que sont les élèves à travers des comités de lecture dans les écoles. Ensuite, la salle d'exposition appelée Thierno Samba Mombeya, du nom de l'un des plus grands poètes de la région. Une salle d'exposition à plusieurs dimensions, partant bien évidemment des 3 piliers fondamentaux de la culture Peul, la foi, la femme et la vache. Et parlant de la femme Peul, une visite guidée après le son de la tabala traditionnelle permet aux visiteurs d'en savoir un peu plus. Nous sommes donc ici à l'intérieur de la case de la femme. Vous remarquerez qu'elle est assise donc dans son lit, toujours coiffée du cimier ou djoubade en poulard. Et à côté d'elle, vers la droite, il y a ce qu'on appelle en poulard le katanal ou table traditionnelle, sur laquelle table sont exposées donc des calebasses qui sont en fait l'essentiel des ustensiles de cuisine de la femme. Et en face d'elle, c'est le foyer avec 3 morceaux de termitière qui supportent donc une couscoussière, puisque tout le monde sait que le repas traditionnel ici, c'est le couscous à base de maïs arrosé de lait ou de crème. À l'extrême gauche, vous avez encore la planchette ou aloual, parce que la femme, elle se charge aussi de l'éducation, surtout elle qui se charge de l'éducation des enfants. Une fois que les enfants ont été libérés de chez leur karamoko, ils retournent dans la case de leur mère et c'est elle qui se charge de parfaire donc l'éducation
islamique culturelle de l'enfant. Des outils et instruments de production de l'économie domestique du Fouta sont exposés sur d'autres panneaux. Des outils du forgeron à l'ancienne, des fossiles, des couteaux et quelques pièces des métiers à tisser. Sans oublier celle de la poterie très développée à l'époque. Le musée du Fouta, c'est aussi des tableaux qui parlent de l'histoire politique du Fouta entre 1600 et 1900. Des images et des objets qui ont appartenu à ceux qui ont géré le Fouta ancien. Tout en haut, vous verrez donc la chefferie du Fouta de A à Z, des premiers Almami vers les 1725 jusqu'au dernier roi du Fouta avant la colonisation, que fut Alpha Yaya Diallo, que tous les Guinéens connaissent, dernier roi de l'Abbé et héros national de la République de Guinée à l'indépendance, avec ses autres compagnons illustres que tous les Guinéens connaissent. Voici des cannes de ces anciens temps-là que vous retrouvez ici. Et aussi des armes, des flèches et des fusils. Parce que dans ces temps-là, comme aujourd'hui, tous les États ont une force et aussi à l'époque, tous ces États faisaient la guerre. Le tour du musée, c'est aussi la contemplation du panneau des instruments de musique traditionnelle dont le plus célèbre est la flûte pastorale ou flûte du berger, très connue dans le folklore peul au même titre que la calebasse et les castagnettes, des échantillons d'objets, héritage de la civilisation et de l'histoire du Fouta. Le troisième espace du musée du Fouta est l'espace Jacques Lang, du nom d'un ancien ministre français de la culture. Ici, les artistes du musée mettent au service des visiteurs leur talent dans l'art de la poésie et des contes. Je n'y comprends rien. Bien sûr que vous ne comprenez rien. Alors, regardez bien. Et Kanti ouvrit de grands yeux et vit Nina remettre un œuf à Dado. Le Fouta des vestiges, ce qui contraste avec ce phénomène inquiétant, la disparition des salles de cinéma. Cette industrie est affectée par le manque de budget. On se souvient encore des beaux jours des cinémas Vox, Liberté ou encore le Mandingue. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un souvenir et les derniers représentants sont le Mimo et Liliane. Reportage Mikini Moussa Kamara, Aïssa Toupate Diallo et Mamadou Alphaba. C'est toute l'industrie cinématographique guinéenne qui est affectée par le manque de budget. Le Mimo dans la commune de Matoto et Liliane d'Aratoma tournent actuellement au ralenti. Les promoteurs sont obligés de faire face tout seuls aux dépenses. Vu qu'on considère qu'il n'y a plus de salles de cinéma en Guinée, bien que ce soit faux, c'est le marché de Madina. Le marché de Madina aujourd'hui à lui seul ne peut pas financer une production. Donc il va falloir chercher des sources de financement. Donc quand on parle d'épanouissement du cinéma, c'est source de financement de la production. Aujourd'hui, le circuit le plus court qui peut s'offrir aux producteurs, c'est d'aller chercher l'argent dans les salles de cinéma. Bien que ce soit un parcours un peu compliqué, vu l'état des salles de cinéma. Le cinéma Liberté, nous l'avons eu en même temps que le bail du MLS Lounge Bar. Donc ça fait 5 ans que nous sommes là. Nous avons eu le bail pour la gestion du MLS où j'ai fait le Lounge Bar. Et le cinéma Liberté a été donc récupéré. Je suis en train d'en faire une salle multimédia. Voilà, c'est une salle multimédia qui va se composer d'une salle polyvalente qui touche tout ce qui touche le multimédia. On pourra faire de la cinématographie, on pourra faire du dîner-spectacle, on pourra faire du dîner-gala, on pourra présenter des grands artistes, parce qu'il n'y a pas une salle polyvalente qui peut faire tout ce genre de choses en même temps. S'il bénéficiait de subventions, le cinéma de salle aurait pu constituer une véritable source de revenus pour l'État avec les taxes. À cette difficulté, il faut ajouter la révolution technologique. La prolifération de canaux de distribution d'images a entraîné la rareté des clients. Et c'est là que l'intervention du département de la culture est plus que jamais sollicitée. La Guinée a été parmi les premiers pays de la sous-région à avoir des salles nationales. Parce qu'en 1958, nous avons eu notre indépendance, les salles de cinéma qui existaient ont été nationalisées. Et un peu plus tard, le président Ahmed Sékou Touré, qui était un vrai homme de culture, a compris l'importance du cinéma. Il a vulgarisé les salles de cinéma de Kassa à Youmou
il y avait des salles de cinéma et les quartiers de Conakry disposaient presque tous 2 ou 3 salles de cinéma. Mais avec l'avènement de la Deuxième République, on a dit libéralisme économique. Les gens en ont profité pour brader les édifices culturels, dont les salles de cinéma. On a tout vendu. Et aujourd'hui, la Guinée est le seul pays au monde où l'État n'a aucune salle de cinéma. La seule salle de cinéma qui reste, c'est la salle de cinéma 8 novembre. J'aime le cinéma car ça m'inspire moi personnellement. Et puis son importance, ça éduque beaucoup la population. Et aussi, vraiment, c'est un cadre idéal de divertissement et de rencontre entre les jeunes et de la population en général. Associé à ces séances de cinéma, on propose un projet qui s'appelle Ciné-École. C'est-à-dire, on propose aux enseignants d'encadrer les séances de cinéma avec un cours avant la séance de cinéma et un cours après. Et on leur fournit des kits pédagogiques pour qu'ils puissent travailler avec les enfants, c'est-à-dire travailler le français de manière ludique. Faute de moyens, beaucoup de salles ont dû fermer, alors que ce genre de cinéma a enchanté des millions de Guinéens sous les 2 premiers régimes à Conakry et à l'intérieur du pays, à travers le cinéma Liberté, Vox, Mandenga, pour ne citer que cela. Sport enfin, avec la remise d'équipements sportifs, ces équipements sont donc mis à la disposition de la Fédération guinéenne d'athlétisme. La remise est faite par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Le point avec Célio Tata Diallo. Le ministère des Sports vient de doter la Fédération guinéenne d'athlétisme d'un important lot de matériel et d'équipements sportifs, des starting blocks, des javelots, des haies, des disques, des poids, des témoins ou encore des matelas. L'athlète guinéen va désormais pouvoir renaître de ses cendres. La Fédération guinéenne d'athlétisme est très heureuse aujourd'hui de bénéficier de l'appui constant à travers un fonds pour soutenir les athlètes dans leur préparation pour les compétitions futures. Et au cours de la même cérémonie, des primes Conféges ont été remises aux meilleurs athlètes et basketteurs de notre pays. Une prime de 20 000 francs CFA par mois et pendant 6 mois sera désormais versée aux lauréats. Remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué avec la Conféges à mettre en œuvre ce programme d'aide aux jeunes sportifs de notre pays. Décidément, ce jeudi après-midi ressemblait à Noël avant l'heure dans le complexe du stade du 28 septembre. Longtemps plongé dans le noir, le vieux stade bénéficie désormais d'un groupe électrogène de 1100 kVA, gracieusement offert par le département des sports. Vivement des marches nocturnes et éviter la chaleur étouffante qui sévit par moments à Conakry. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.